Bonjour à tous et bienvenue dans La séance est ouverte. Direction la salle Lamartine pour suivre les travaux de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Nous sommes le 26 février et les députés auditionnent les dirigeants de la société Media One qui produit notamment HPI 10% Miraculous ou encore les émissions C'est à vous et C'est dans l'air. Certains de ces programmes sont diffusés sur TF1, d'autres sur France Télévisions. Regardez. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre invitation. Je suis sincèrement très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je vais bien sûr vous parler de Media One, mais aussi du parcours qui m'a conduit ici, parce que je crois qu'il éclaire ce que l'audiovisuel public représente, non pas à titre individuel, mais dans la structuration de notre écosystème créatif et dans la vitalité de la production française. Vous l'avez rappelé, je viens de Trouville-sur-Mer, d'un milieu bien éloigné de celui dans lequel j'évolue aujourd'hui. Je suis très fier et très attaché à mes racines. Mon grand-père était pêcheur, ma grand-mère travaillait à la poissonnerie en élevant ses 13 enfants. Ma maman était coiffeuse, mon père moniteur d'auto-école. C'est dans l'appartement HLM de ma grand-mère que j'ai découvert le monde à travers un écran. J'ai appris à compter avec des chiffres et des lettres. J'ai ouvert mes premiers romans grâce à Apostrophe. J'ai façonné mon esprit critique devant le grand échiquier et j'ai découvert le cinéma avec la dernière séance. Ce petit écran de télévision, qui était mon lien avec le monde, est devenu ma passion. Et mon rêve complètement fou et inaccessible était d'y travailler. Alors à 18 ans, sans connaître une seule personne à Paris ou dans ce secteur, sans capital et sans les codes, j'ai pris un billet de train pour Paris. Avec la confiance et le soutien de ma mère, une détermination incroyable et surtout rien à perdre, j'ai foncé. J'ai commencé par un stage non rémunéré. Pendant 2 ans, j'ai effectué les tâches les plus ingrates. J'avais un autre travail à côté pour pouvoir vivre. J'ai gravi les échelons les uns après les autres, jusqu'à mon premier emploi salarié chez Canal+, que je perds en 2002 lors d'un plan social. Alors avec mes indemnités de licenciement et sans réfléchir, j'ai créé ma première société, Troisième Œil. On m'a prêté un bureau dans un parking, à un moment où toutes les portes m'étaient fermées, en passant des heures à faire le siège des groupes audiovisuels. Et puis un jour, un dirigeant de TPS m'a offert la chance de ma vie et m'a donné son accord pour que je produise pour eux une première émission. Ça sera Star Mag, qui malheureusement s'arrêtera à cause de la fusion TPS-Canal. Le jour où je l'apprends, je suis proche du dépôt de bilan. Je dois licencier les 20 salariés de mon entreprise. Et c'est cela aussi, la vie d'un entrepreneur. Et c'est l'audiovisuel public qui a fait basculer le destin de mon entreprise. Mais à nouveau, je tiens à le préciser, cela s'est fait ni par faveur, ni par relation, ni non plus grâce à la chance. En 2009, France Télévisions lance un appel d'offres pour une émission en access prime time sur France 5 lors du lancement de la TNT en France. Je n'ai jamais travaillé pour France Télévisions comme producteur, je ne connais personne et à ce moment-là, je n'ai jamais rencontré la direction. Nous sommes 65 sociétés de production en compétition, mais notre projet est retenu, contre toute attente. De là naît C'est à vous. Si ce projet a été retenu, ce sont pour des raisons précises. Nous avions la conviction qu'avec le service public, il fallait produire aussi bien que nos concurrents, mais avec des budgets contraints. Nous avons décidé de proposer quelque chose à prix réduit, en optimisant chaque poste de dépense, sans transiger sur l'ambition éditoriale, ni sur l'exigence de qualité. Nous avons été les premiers à avoir mis des femmes à la tête d'une émission d'Access. Personne ne l'avait fait avant nous. Nous avons imaginé une articulation nouvelle entre culture et actualité, à la fois rigoureuse dans le fond et simple dans la forme, sans posture ni élitisme. En 16 ans, ce sont plus de 12 000 artistes qui sont passés dans C'est à vous, qui est l'une des émissions les plus prescriptrices de la télévision. Nous avons trouvé notre public, peut-être parce que nous avons toujours pensé à lui. Un de mes mentors, qui était une grande figure de l'audiovisuel public, Jacques Chancel, m'a transmis une conviction qui est devenue un mantra. Ne pas donner au public ce qu'il aime, mais ce qu'il pourrait aimer. Sans cette audace qu'ont eu un moment les responsables de l'audiovisuel public, de parier sur un petit producteur indépendant, je ne serais pas devant vous. Depuis, le chemin parcouru a été considérable. Media One est devenu en quelques années un acteur majeur de la production européenne, un groupe indépendant présent à l'international, rassemblant des dizaines de sociétés, des milliers de talents et un catalogue parmi les plus importants d'Europe. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Media One fédère plus de 80 sociétés de production dans 13 pays. En France, nous faisons travailler plus de 800 salariés permanents et 12 000 intermittents. Nous sommes l'un des premiers employeurs culturels privés du pays.
Et en tant qu'entrepreneur, être capable de créer autant d'emplois en France est une grande fierté. Au fond, Media One est l'exemple qu'en France, il a été possible de bâtir un champion mondial capable de rivaliser avec les studios américains, comme le font Canal+ ou Banijay. Alors c'est moi qui parle devant vous aujourd'hui, mais derrière moi, ce sont des centaines de producteurs et toutes les équipes de Media One que nous représentons. Et j'en suis particulièrement fier. Nos succès contribuent au rayonnement de la France à l'international. Du Comte de Monte Cristo à La Mourouf, de la série HPI aux documentaires comme Apocalypse, jusqu'au phénomène mondial d'animation Miraculous Ladybug, ce sont des œuvres françaises qui voyagent, qui s'exportent et qui s'imposent sur tous les continents. Et je suis heureux que cette commission d'enquête me permette de revenir sur le rôle des producteurs indépendants qui a peut-être l'air mal compris. Un producteur indépendant n'est pas un média. Il ne porte pas de ligne éditoriale propre, il travaille au service de diffuseurs, aux identités différentes. Notre rôle est ailleurs, identifier des talents, développer des idées, structurer des projets et accepter une part de risque élevée. C'est un métier d'initiative et d'incertitude. Sur 10 développements engagés, un seul aboutit à une production. Les autres s'arrêtent en chemin après des mois, parfois des années de travail. Notre rôle est de proposer des programmes qui correspondent à la ligne de nos clients. C'est pour cela que j'ai pu aussi bien produire Zemmour et Nolo sur Paris Première qu'Enquête d'auteur sur Arte avec Mazarine Pinjot. Nous produisons dans le monde entier et pour tous les diffuseurs, publics, privés, plateformes, de la série Adolescence sur Netflix, du film Formula One, l'émission Nouvelle École sur Netflix, Hot One sur Canal+, L'Agence sur TMC, Slow Horses sur Apple TV+, ou la série Style, actuellement sur Amazon, Les Papillons Noirs sur Arte, et je m'arrête là. Cela a été rappelé à de nombreuses reprises dans cette commission d'enquête. Media One produit certains programmes importants pour France Télévisions. Et j'aimerais préciser plusieurs points dans ce propos liminaire. Media One ne contractualise jamais directement avec France Télévisions. Ce sont les sociétés de production du groupe qui développent les projets, négocient les contrats et assurent la production. Pour la plupart, elles travaillaient déjà avec France Télévisions avant de rejoindre Media One. Les budgets alloués ne sont pas des chèques en blanc pour les producteurs. Ils servent à financer la production, payer les salaires des collaborateurs, des intermittents, des auteurs, des archives, des moyens de fabrication. Alors que notre chiffre d'affaires progresse entre 30 et 40% avec d'autres diffuseurs en France, celui avec France Télévisions stagne, voire baisse depuis 5 ans. Notre développement ne repose pas sur le service public. France Télévisions représente moins de 5% de l'activité consolidée de Media One. Notre groupe est diversifié, présent auprès de nombreux partenaires en France et à l'international. Pour les raisons personnelles que j'ai citées tout à l'heure, c'est un client très important pour moi, mais notre équilibre économique ne repose pas sur lui. Les programmes que nous produisons pour le service public sont intégralement soumis à ses obligations et à son cadre éditorial. France Télévisions conserve la supervision, le contrôle de conformité et le final cut. Nous intervenons comme producteurs indépendants dans le respect strict des cahiers des charges et des règles fixées par le diffuseur et dans le respect de l'indépendance de nos rédactions. C'est strictement encadré par nos contrats. Quand nous connaissons des échecs, les émissions sont immédiatement déprogrammées. C'est la loi du secteur et nous la respectons. Ces éléments permettent, je crois, de replacer notre relation avec l'audiovisuel public dans son cadre réel. Il s'agit d'une relation strictement contractuelle, encadrée par des règles connues de tous, dans un cadre normal de marché régulé. Les décisions relèvent du diffuseur, dans le respect des règles de la commande publique et sous le contrôle des autorités compétentes. Les producteurs, quels qu'ils soient, sont interchangeables en droit comme en pratique. Media One n'a ni position protégée, ni garantie de volume. Chaque projet est remis en concurrence, discuté sur son contenu, son coût et sa pertinence éditoriale. Nous pouvons être retenus comme nous pouvons ne pas l'être. C'est le fonctionnement normal du secteur. Je ne peux pas vous raconter toutes ces années comme producteur au service de l'audiovisuel public, mais l'année dernière, 46 millions de Français ont regardé nos programmes sur les antennes de France Télévisions, que ce soit des magazines, des séries ou des documentaires. Nous avons contribué au rayonnement de la France dans le monde entier, avec la série 10%. Nous avons revisité les plus grands procès de notre histoire et ravivé la mémoire démocratique avec le documentaire Les Grands Procès. Avec l'audiovisuel public et d'autres partenaires, des films puissants comme Bac Nord ont pu rencontrer leur public et rassembler des millions de spectateurs en salle. Avec l'audiovisuel public, nous mettons chaque jour en lumière les réalités sociales vécues par nos concitoyens. Avec Ça commence aujourd'hui. Avec l'audiovisuel public, enfin, nous créons de l'emploi partout sur le territoire. Plus de 76%
des heures de tournage de nos séries sont réalisées en région. Alors évidemment, sur des milliers d'heures produites, il peut y avoir des erreurs, c'est la réalité du direct. Mais nous sommes fiers de n'avoir jamais été sanctionnés par l'Arcom, d'avoir toujours respecté les obligations qui s'imposent à nous et de continuer de le faire à la même exigence. J'ai presque terminé, mais un dernier point important, relatif à la question de l'actionnariat de Media One, qui a fait l'objet de beaucoup de débats dans cette commission d'enquête. Et je veux vous dire d'emblée 4 choses importantes. Premièrement, Media One est un groupe français, au sens juridique, fiscal et opérationnel. Son contrôle est français. Cette situation a été examinée et validée par les autorités compétentes, notamment le CNC et l'autorité de la concurrence. Notre siège est à Paris, nos équipes sont en France, nos décisions stratégiques sont prises en France, le groupe dans son ensemble est soumis au droit français, à la fiscalité française et aux obligations sociales françaises. Deuxièmement, en 2020, dans un contexte de crise majeure pour l'ensemble du secteur, je vous rappelle que les tournages étaient arrêtés pendant la pandémie, nous avons fait le choix de sortir de bourse afin de renforcer le contrôle français et de changer de dimension. Nos actionnaires historiques, aux côtés d'autres investisseurs internationaux, ont apporté des capitaux pour accompagner notre développement. Cette ouverture n'a pas modifié la nature française du contrôle, ni notre gouvernance. Elle a permis de consolider un acteur européen face à une concurrence mondiale extrêmement concentrée. Refuser tout apport de capitaux extérieurs reviendrait, dans un secteur globalisé, à accepter le décrochage. Quant à la gouvernance de notre groupe, les investisseurs présents au sein de notre capital, qu'ils soient français ou étrangers, n'ont pas le contrôle du groupe que je garde en main avec mes associés. Depuis 25 ans, je suis mon propre patron et cette indépendance n'a pas de prix. Alors je comprends que l'entrée d'un fonds international puisse susciter des interrogations, mais la question pertinente n'est pas l'origine d'un actionnaire, c'est le lieu du contrôle, le respect des règles françaises et la contribution à l'écosystème national. Sur ces 3 points, les faits sont établis et contrôlés. Troisièmement, contrairement à ce qui a pu être affirmé, nous n'avons jamais versé de dividendes. Les résultats sont intégralement réinvestis dans la production, l'acquisition de catalogues, le développement de talents et la croissance de nos sociétés. Notre logique est industrielle, pas spéculative. Nous prenons des risques de long terme dans un secteur où l'investissement précède largement les recettes. Enfin, je veux être parfaitement clair, les rédactions des émissions que nous produisons sont indépendantes. Les choix éditoriaux relèvent des équipes et des directeurs de publication dans le cadre fixé par le diffuseur. Aucun actionnaire, quelle que soit sa nationalité ou sa nature, n'est intervenu ni directement ni indirectement dans le contenu d'un programme. Depuis le début de votre commission d'enquête, le secteur des médias a été secoué. J'arrive à ma conclusion. La société de production Skydance a racheté Paramount. Netflix est en train d'essayer de racheter Warner, qui est aussi la cible de Paramount. ByteDance, la société qui détient TikTok, a lancé une IA capable de produire des films hollywoodiens en moins de 24 heures. Canal+ a bouclé la plus grosse acquisition de son histoire en Afrique. Et en même temps et en parallèle, le secteur de l'animation en France vit une crise sans précédent avec des sociétés qui déposent le bilan, le marché de la publicité à la télé en France est en baisse et la désinformation et les contenus manipulatoires se diffusent à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Autrement dit, nous débattons dans un moment de bascule industrielle, technologique et informationnelle sans précédent. Dans ce contexte, le débat ne peut pas être posé en termes d'opposition entre services publics et producteurs indépendants. Ce serait une lecture réductrice d'un écosystème qui fonctionne précisément par articulation des rôles. Partout en Europe, le modèle repose sur cette complémentarité. Aux diffuseurs, la responsabilité éditoriale, la mission de service public et le lien direct avec le public. Aux producteurs, l'initiative créative, la prise de risque, l'identification des talents et la capacité à porter des projets dans la durée. Ce sont 2 métiers différents, 2 responsabilités distinctes mais indépendantes. Affaiblir l'un reviendrait mécaniquement à fragiliser l'autre, dans un moment où la concurrence est mondiale, où les plateformes disposent de moyens considérables et où la pression technologique s'accélère. La vraie question est celle de la solidité de notre modèle. Notre responsabilité collective, elle consiste à préserver un service public fort, à maintenir un tissu de producteurs indépendants dynamique et à créer les conditions pour que la création française continue d'exister, de circuler et de peser à l'échelle internationale. C'est un élément de soft power important. Je vous demande de conclure, Monsieur le Président. On a dépassé les 10 minutes imparties. Il me reste une phrase. Je m'exprime devant votre commission avec le respect dû à ses travaux et à sa mission de contrôle. L'entreprise que je dirige a été créée en France, en partant de zéro,
au prix de risques personnels réels. Aujourd'hui, elle emploie des milliers de professionnels, finance des œuvres françaises, investit et participe à son niveau au dynamisme de notre création nationale. C'est avec cet état d'esprit que je suis venu, avec mes équipes, répondre à vos questions. Et je vous écoute en espérant pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous indiquer si KKR est votre premier actionnaire, votre principal actionnaire? Je crois que c'est important pour la clarté des débats et pour qu'on parte, j'allais dire, sur une base de discussion, et ça permettra aussi au rapporteur d'adapter ses questions le moment venu. Je pense que c'est important au début de cette commission d'enquête de bien comprendre comment votre actionnariat est organisé. Media One est donc en droit et dans les faits une société contrôlée par des intérêts français. Et j'aimerais juste que sur ce point juridique qui ne fait pas débat, vous me l'accorderez, soit une fois pour toutes entendu ici et qu'on ne dise plus dans le cadre de cette commission d'enquête que Media One est un groupe sous contrôle américain, ce qui n'est pas le cas. Media One, un groupe sous contrôle français. Ma question était sur le statut de KKR. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre premier actionnaire? Est-ce que c'est votre principal actionnaire? Ce n'est pas exactement la même chose. Principal actionnaire et premier actionnaire. Je pense que c'est important d'apporter cette précision. Voilà, je le redis, comme ça c'est très clair. Je ne vais pas radoter, je viens de rappeler le code civil, le code du commerce et la jurisprudence qui établit que la nationalité, c'est le siège réel et votre siège réel est en France. Merci, Monsieur le Président. Media One est une société non cotée, contrairement à Banijay que vous avez reçu hier, et la répartition du capital relève du secret des affaires. Toutefois, ce que je peux vous dire très clairement, parce qu'on a dit plusieurs fois ici que l'actionnaire majoritaire de Media One était KKR, ce n'est pas le cas. Je suis sous serment. Je peux donc vous dire que KKR n'est pas l'actionnaire majoritaire de Media One. Je vous rappelle que le plus important, c'est le contrôle parce qu'il est français, mais KKR n'est pas actionnaire majoritaire de Media One. Il y a 70 actionnaires différents dans Media One. Le contrôle est sous ses fondateurs. Tous les producteurs qui se sont associés à Media One font partie des associés de Media One. Sachant que la société n'est pas cotée, vous permettrez, Monsieur le Président, que nous gardions cette information sous le secret des affaires. Je vous le permets, après vous comprendrez, comme vous êtes la première société de production avec laquelle travaille France Télévisions, de savoir, et puis il y a des avis différents, enfin moi ça ne me pose pas de difficulté qu'un fonds d'investissement américain soit actionnaire d'une société de production française. On n'a peut-être pas la même position que le rapporteur, et c'est aussi ça la richesse de notre Assemblée. J'ai du mal à comprendre la difficulté, puisque tout le monde sait que KKR est actionnaire. Je ne vois pas très bien en quoi le secret des affaires vous empêche de nous dire, par exemple, si KKR est le premier actionnaire. Je ne vous ai pas demandé le pourcentage qu'ils avaient, mais je ne vois pas très bien la difficulté de nous dire est-ce que votre premier actionnaire, c'est vous? Est-ce que c'est Mathieu Pigasse? Est-ce que c'est Xavier Niel? Ou est-ce que c'est KKR? Je ne vous demande pas, peut-être que le rapporteur le fera, moi je ne vous demande pas le pourcentage, je ne vous demande pas les montants, je ne vous demande pas la valeur. Je pense que c'est une information qui m'apparaît importante et intéressante, et je ne suis pas certaine qu'elle remette forcément en cause le secret des affaires, de savoir si c'est votre premier actionnaire. Voilà. J'ai envie de vous répondre que le premier actionnaire de Media One, c'est Xavier Niel, Mathieu Pigasse et moi-même, qui sommes les contrôlants de cette société. Et c'est une définition importante parce que rien ne peut se faire sans nous. Par ailleurs, KKR est un actionnaire important qui n'a ni le contrôle ni la majorité. Je sais que vous allez passer plusieurs heures cet après-midi avec certains des actionnaires. J'en fais partie, je suis un des actionnaires très importants de ce groupe, mais ça révèle du secret des affaires, pardonnez-moi. Bon, comme je ne suis pas le rapporteur, je laisserai le rapporteur faire son travail tout à l'heure s'il a des questions complémentaires. J'ai peut-être une deuxième question, là est rapide, on va plutôt changer, j'allais dire, d'angle et traiter une question importante dans cette commission d'enquête qui est la question du pluralisme. Et qui est une question qui nous occupe de manière régulière dans cette commission d'enquête. Vous produisez des émissions comme C'est dans l'air et C'est à vous, qui sont diffusées sur France 5. En 2025, l'Arcom a adressé des lettres fermes, c'est-à-dire pour les Français qui nous écoutent, on pourrait dire des rappels à l'ordre à France Télévisions, en considérant que le pluralisme politique n'avait pas toujours été respecté, qu'il y avait une surexposition des partis, une sous-exposition de certains partis, et l'Arcom a considéré que puisque France 5 diffusait à peu près 2 heures d'émissions qu'on pourrait qualifier de politique,
il n'était pas normal que la représentation politique, le pluralisme politique ne soit pas garanti à chaque instant. D'autant plus que dans le cahier des charges de France Télévisions, dans ce que demande l'État à France Télévisions, il est dit très clairement dans différents articles que France Télévisions doit garantir le pluralisme des courants de pensée. L'État va même plus loin, puisque en son article 46, il demande à France Télévisions de produire, de diffuser des émissions régulières consacrée à l'expression directe des formations politiques, c'est-à-dire très clairement que France Télévisions se doit de diffuser des émissions qui donnent la parole directement aux responsables politiques. Or, il se trouve que suite à ces lettres fermes, à ces rappels à l'ordre, et dans la perspective des élections municipales, France Télévisions a pris une décision qui, à titre personnel, m'émeut, pour être modéré et mesuré dans mes propos, mais je pourrais dire qu'il me scandalise, si j'étais plus direct, qui revient depuis décembre à ne plus inviter d'invités politiques au sein des émissions de France 5. Et donc, même s'il nous a été indiqué par France Télévisions que cette interdiction avait été levée, je n'ai pas eu le sentiment que les invités politiques étaient à nouveau dans vos émissions. Et donc, on va avoir une élection municipale qui est un rendez-vous démocratique majeur pour les Français, qui va se dérouler sur France 5 et dans les émissions politiques de France 5, sans invités politiques. Je crois que c'est un problème démocratique important. Je voulais vous demander votre avis. Est-ce que vous regrettez cette décision de France Télévisions ? Et c'est une question directe et je vous demanderai une réponse directe. Est-ce que vous regrettez cette décision de France Télévisions de ne plus inviter de politique dans vos émissions ? Et la question, j'allais dire connexe, est-ce que c'est plus difficile de garantir le pluralisme politique quand on est une société de production par rapport à des productions internes ? On a eu un syndicat, et je pense que le rapporteur y reviendra, et je vais le laisser très vite prendre la parole. Mais est-ce que, comme nous l'a indiqué un syndicat, c'est plus difficile de garantir le pluralisme politique quand on est une société de production plutôt que quand on produit des émissions politiques en interne? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que l'ARCOM a adressé une lettre de rappel à France 5 et il se trouve que France 5 externalise sa production à différents producteurs audiovisuels. Je vous laisse répondre et puis je cède la parole au rapporteur. Je vais passer la parole à Madame Planchon, mais juste un peu de contexte. D'abord pour vous dire, Monsieur le Président, que nous pourrons de nouveau recevoir des invités politiques dans nos émissions sur France 5. On nous l'a déjà dit, tous les médias nous l'ont déjà dit il y a 15 jours. Non, c'est mais pour ça. Je crois qu'il y a on nous a déjà dit que c'était le cas. Ça a démarré, ça a repris samedi dernier. Oui, bien sûr, il y avait une invitée dans l'air d'invité. Deuxièmement, France 5 dans sa globalité, parce qu'il y a un chiffre que vous avez cité tout à l'heure, de 80% de programmes produits par Media One et Together Media. J'aime beaucoup Renaud Levanquim, il a énormément de talent, mais on n'a aucun lien les uns les autres. Donc globaliser des chiffres en commun, je crois que c'est 30% à peu près ce que représentent les émissions de Media One. Donc on parle de C'est dans l'air et de C'est à vous, qui aujourd'hui, pour la partie pluralisme, on respecte le cahier des charges donné par France Télévisions. Vous savez qu'on est dans une période de municipale qui est assez complexe à gérer en temps de parole. Et donc, on souscrit à ce que fait France Télévisions. Je pense que, par ailleurs, il n'y a strictement aucune différence dans une gestion de temps de parole entre une société de production externe et ce que peut faire une rédaction appartenant à une chaîne de télévision. Et dans ce cadre-là, on respecte totalement les obligations qui nous sont données. Je suis, à titre personnel, extrêmement heureux que les invités politiques reviennent dans C'est à vous et C'est dans l'air d'inviter. Je crois qu'on a un rôle majeur, à un moment où le débat politique est très compliqué, de redonner la parole aux personnalités politiques. Je voulais juste vous souligner aussi, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas eu d'invité politique sur tout le mois de janvier et que les audiences de C'est à vous ont progressé. N'y voyez aucun lien entre les deux, mais c'est juste pour souligner aussi que quand on fait ça, c'est quand on reçoit des invités politiques, c'est pas pour chercher l'audience, c'est parce que vraiment on pense qu'on remplit un rôle de service public et que c'est essentiel de le faire. Une toute première question, Monsieur Capton, j'aimerais revenir sur cette belle réussite entrepreneuriale. Vous l'avez évoqué en propos liminaire, je pense qu'elle est à saluer parce que vous êtes avec Media One un acteur qui rayonne aussi à l'international et on peut s'en féliciter. En 2015, je vais revenir sur la genèse. En 2015, avec vos partenaires M. Pigas et M. Niel, vous créez donc Media One sur la base d'un SPAC, une opération boursière dont le but est d'attirer des fonds avec pour seule base quasiment la réputation des investisseurs.
Votre réputation, vous l'avez acquise notamment grâce à votre société Troisième Œil que vous avez créée en 2001. Vous aviez 26 ans à l'époque. C'est avec cette société notamment que vous avez proposé C'est à vous en 2009. Lorsque vous créez Mediawan en 2015, vous continuez à gérer votre société personnelle en parallèle et ce n'est qu'en 2020 que vous décidez d'intégrer Troisième Œil à Mediawan. J'imagine que parmi les facteurs qui ont pu influencer la réussite de Troisième Œil, il y a à l'évidence une intuition entrepreneuriale que vous avez portée, qu'elle soit d'ailleurs personnelle ou collective, mais il y a peut-être aussi un terreau favorable. Comme vous le savez, je suis un ancien entrepreneur, je suis très curieux des facteurs de réussite de belles entreprises dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en première question comment vous êtes parvenu à passer de 0 € de volume d'affaires avec France Télévisions en 2001 à l'époque à 22 millions d'euros de contrats signés avec France Télévisions en 2015? Quels ont été les facteurs principaux qui expliquent cette augmentation très importante? Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour cette question. Cette accélération elle a même été beaucoup plus rapide, puisqu'entre 2001 et 2012, mon entreprise Troisième Œil faisait 0 € de chiffre d'affaires avec France Télévisions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne vais pas revenir sur mon parcours, mais j'avais une détermination d'entrepreneur, comme vous l'avez dit, comme vous le connaissez. C'était essentiel pour moi et crucial de travailler dans ce secteur. Je pense que j'ai fait des choses dingues pour pouvoir travailler dans ce métier. Je racontais que j'attendais devant les immeubles des patrons de chaîne pour pouvoir signer des contrats. C'est le cas. Et mon premier contrat, il était signé avec TPS parce que je suis rentré dans l'ascenseur en même temps qu'un des patrons et il m'a signé un contrat à ce moment-là. J'ai appelé France Télévisions régulièrement entre 2001 et 2012 et personne ne me répondait au téléphone. Personne. J'avais un bureau vraiment dans un parking. J'avais donné 30% du capital de ma société pour pouvoir avoir ce bureau dans un parking et j'avais pas de rendez-vous avec France Télévisions. Et puis j'appelais régulièrement et j'allais là-bas et personne ne me recevait. Et très honnêtement, cet appel d'offres en 2010, si je dis pas de bêtises, pour C'est à vous, c'était le lancement de la TNT en France. France 5 avait... donc c'était France 5 jusqu'à 19h, puis Arte qui diffusait. Et pour la première fois, ces chaînes avaient des canaux pleins. Donc France Télévisions voulait exister, chercher une production low cost. Je crois que j'avais fait la différenciation et j'avais réussi à progresser parce que je faisais des émissions moins chères que les autres. C'est un des points communs que j'ai avec Xavier Niel qui a développé son entreprise dans le télécom en faisant des forfaits moins chers. C'est la même chose pour Troisième Œil. Et quand il y a eu cet appel d'offres, j'ai tout donné. Quand je vous dis que j'ai tout donné, c'est que j'ai perdu mon principal contrat avec TPS Star. J'ai appris un mardi que je devais virer tout le monde parce que Canal+ a arrêté mon contrat et que je n'avais plus d'émission. Et le lendemain, j'ai gagné l'appel d'offres de C'est à vous. Ça a donc relancé mon entreprise. Et on a vécu avec toutes les équipes qui ont créé cette émission, Alexandra Sublet et tous ceux qui ont mis la main 4 années incroyables à développer, à travailler. C'était pas gagné. On disait beaucoup de mal de nous dans la presse pour que l'émission ne marche pas. Et ça a été ma première réussite. Et donc le chiffre d'affaires d'une quotidienne, vous avez les chiffres, monsieur le rapporteur, ils n'ont pas beaucoup bougé sur C'est à vous depuis, a permis à ma société de faire ce bond de chiffre d'affaires qui est simplement dû à une émission quotidienne qui a démarré à 40 minutes, qui fait 2 heures, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires qui a très peu progressé dessus. C'est à vous, je vous le dis maintenant et en toute transparence, c'est, je le pense, l'émission en rapport qualité-prix la moins chère du PAF. Son budget est réduit, on est dans un secteur très concurrentiel et sur les access prime time, je respecte tous nos concurrents et toutes les autres chaînes. France Télévisions, on travaille dans des budgets contraints et quand vous voyez les audiences de C'est à vous ou de C'est dans l'air et que vous les comparez par rapport à leur budget, cet ADN de produire moins cher que les autres est resté. J'en suis particulièrement fier et on pourra sans doute parler des budgets un peu plus tard. Il y a une étude d'NBC qui a rapporté qu'en 2023, Mediawan produisait 40% de son volume pour France Télévisions. Quelle est aujourd'hui la part de chiffre d'affaires que réalise Mediawan France avec France Télévisions? Alors, l'étude dont vous parlez, c'est NPR Conseil. Je ne sais pas où ils ont sorti leurs chiffres par ailleurs. Le chiffre d'affaires de France Télévisions au sein du groupe Mediawan, il est de moins de 5%.
Donc, je vais vous répondre, monsieur le rapporteur. Je veux bien faire des réponses courtes et efficaces, mais je vais juste essayer de sortir les mots de ma bouche. Donc aujourd'hui, j'ai entendu parler hier de monopole, je crois, par un monsieur un peu fou qui était là. Donc moins de 5% du volume d'affaires du groupe MediaOne et en France, et donc il est largement en dessous des 40% et il est en dessous du chiffre de celui de Banijay hier. Ça vous donne à peu près, comme vous n'avez pas le droit de donner les montants, normalement j'ai pas le droit de les donner non plus, mais juste pour vous donner une fourchette. Alors, je précise juste que Banijay nous a donné les chiffres. Je veux pas qu'après on dise Banijay nous les donne, mais c'est votre choix. Hein, mais Non, je vous donne. Voilà, en fait, non, mais je veux être très clair parce que tout ça est très regardé. Bien je sûr. vous laisse le choix. Je vous indique juste que Banijay nous a dit très précisément les montants France et les montants étrangers. C'est votre droit de ne pas les donner. Non, je vous les donne. Je vous donne une indication. Je vous dis moins de 5%. Ce qui est quand même, c'est important parce qu'on parle de concentration. Moins de 5% dans le monde. Ouais, exactement. Et en France, et en France, c'est moins que le chiffre qu'a donné Banijay hier. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, je m'en souviens. 30%. C'est moins de 30%. Oui, mais moins de 30, entre 0 et 30, il y a une... Oui. Oui, c'est moins de 30, d'accord. Enfin, si c'est 25, c'est pas 5. Enfin, je veux dire, pardon. Non, mais c'est moins de 30%. C'est pour vous donner une indication. Enfin, bon, là... Enfin, monsieur Balanant, c'est pas un acharnement. Enfin, je veux dire, c'est une société de production qui travaille avec le service public audiovisuel. De savoir ce que représente France Télévisions dans le chiffre d'affaires France d'une société de production, ça m'apparaît pas le secret des affaires. Mais c'est pas... D'accord. Si vous voulez, excusez-moi. J'ai pas envie que vous vous disputiez. Non. Non, mais on a une différence de vision. Moi, quand c'est le secret des affaires, je suis assez ferme et je le dis au rapporteur, ça m'a été assez reproché. Quand je considère que ça n'a rien à voir avec le secret des affaires, je le dis aussi. Voilà, je vais vous donner je voulais pas le donner, mais je vais vous le donner parce qu'on est là en toute transparence et qu'on n'a rien à cacher. Il est de 25%. Donc il n'est pas de 40 comme l'a pu donner NPR, pardonnez-moi. Et juste le 5% au regard du groupe, le moins de 5%. Fait qu'on est bien loin d'une dépendance d'un côté comme de l'autre. On se parlera tout à l'heure de la notion de, évidemment, dépendance, mais c'était important pour moi d'y répondre. Et accepter ma transparence et ce que je fais, et j'aimerais que de l'autre côté, on puisse enregistrer et comprendre aussi mes réponses. Il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été racontées ici, dont certaines particulièrement choquantes hier soir, qui ont fait sonner mon téléphone très fort hier soir, avec des gens qui ont menti devant la représentation nationale sous serment. J'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en parler et accepter cette transparence. Oui, j'indique effectivement, je le dis parce que, pardon, monsieur le rapporteur, je précise juste cet élément. On m'a été remonté effectivement que peut-être qu'hier il y aurait eu parjure. Encore une fois, je vais l'analyser, je vais regarder, je vais demander des documents complémentaires. Peut-être que le rapporteur vous posera des questions suite aux auditions d'hier. S'il y a eu parjure, je prendrai mes responsabilités. Je vous permettrai évidemment, et c'est bien normal, de réagir notamment aux accusations qui ont été formulées à votre endroit hier par la personne hier soir que nous avons auditionnée. J'aurai quelques questions qui vous permettront, je vous l'assure, de répondre à tous ces éléments, parce que c'est important, et c'est aussi important. C'est le but de cette commission d'enquête, de donner une tribune et de permettre aussi aux personnes qui sont accusées, parfois à tort, d'y répondre. Donc comptez sur moi pour vous poser ces questions. Toute dernière question rapide sur ce sujet. Vous nous avez donné donc le montant de chiffre d'affaires réalisé pour France Télévisions de MediaOne France, à peu près 25%. Avec quel autre groupe public étranger est-ce que MediaOne assure un chiffre d'affaires équivalent à celui que vous faites en France avec France Télévisions? La réponse est oui, largement. Je pense que c'est à peu près la même chose en Allemagne. C'est un peu moins en Italie, mais dans les pourcentages de ce que représente le chiffre d'affaires de MediaOne avec les services publics européens, je pense qu'on est au même niveau. Et je reviens juste sur Banijay. La différence entre Banijay et MediaOne, c'est que Banijay est une société cotée, donc elle publie tous ses chiffres. MediaOne est une société privée, elle ne publie pas ses chiffres. Et j'ai été coté pendant 3 ans, donc et j'ai fait cet exercice de publier mes chiffres. Et c'est pour ça aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'on n'a pas le même niveau de réponse parce qu'ils le font de manière obligatoire et légale. Je le fais de manière transparente face à vous. Et j'ai énormément de respect pour Stéphane Courby, pour Banijay, qui font un travail exceptionnel pour la production française.
Merci pour votre réponse. On parle de pourcentage, effectivement, mais vous confirmez que les éléments que nous avons pu avoir et qui ont été allègrement discutés dans le cadre de cette commission d'enquête, il y a le pourcentage, mais il y a aussi le montant facial, le volume. France Télévisions nous indiquait que Media One réalisé, je crois, avait un volume contractuel d'un peu plus de 110 millions d'euros par an, qui vous place première société de production à bénéficier des contrats de France Télévisions. Vous êtes d'accord aussi avec ces chiffres, vous les admettez? Oui, tout à fait. À une différence près, c'est que Media One, ce n'est pas une société qui contractualise avec France Télévisions. Ce sont 20 sociétés de production indépendantes qui contractualisent avec France Télévisions. Certaines de ces sociétés travaillaient déjà, c'est le cas de Maximal Production, qui appartenait au groupe Lagardère, avec France Télé à l'époque. Donc, quand elles ont rejoint Media One, ce chiffre d'affaires a continué. Intéressant de noter aussi, je vous l'ai donné dans mon propos liminaire, le chiffre d'affaires de Media One en France a progressé entre 2020 et 2025 de 30 à 40% en France, et c'est encore plus le cas dans d'autres pays. Il a baissé de 5% sur la même période avec France Télévisions. En tant qu'entrepreneur et producteur, moi j'ai envie de produire plus et de faire plus parce qu'on a des équipes créatives formidables et on a des programmes qui marchent dans les salles de cinéma, sur les plateformes, donc on est très heureux de pouvoir produire. Quand je compare avec en pourcentage de ce que ça représente sur les autres pays européens, pardonnez-moi, j'ai les chiffres, mais c'est 40% en Allemagne à peu près ce que ça représente, 25 en Italie et 32 avec la télévision espagnole. Donc Media One fait, si on compare, et ça sera intéressant aussi de revenir dessus, et je m'arrête là, on se parle de services publics européens entre la production indépendante et la production dépendante. Le niveau de production indépendante, il est le même dans tous les pays européens, et les investissements dans l'audiovisuel public, ils sont beaucoup plus importants en Allemagne, en Angleterre, et ils font appel à la production externe de manière beaucoup plus importante. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a une seule chose qui manque à cette commission, de mon point de vue, c'est un peu une benchmark. C'est de savoir ce que coûtent les programmes sur les autres chaînes, en France, sur les plateformes, en France et à l'international, et aussi de voir les services publics européens. Je pense que c'est très intéressant pour vous, dans ce moment très précis qui est un basculement dans le monde audiovisuel, de s'y arrêter. Je me suis fondé sur un article de Capital et j'ai déjà posé cette question notamment aux représentants des syndicats de producteurs, un article de Capital qui était daté du 6 décembre 2021, qui est intitulé « Les astuces de Luc Besson et de Media One pour continuer à toucher des aides publiques ». Fin de la citation, qui explique que votre société Media One aurait mis en place un montage financier lui permettant de continuer à bénéficier des aides du CNC malgré le poids prépondérant de fonds étrangers dans son actionnariat, dont KKR. On a auditionné le syndicat des producteurs indépendants il y a quelques jours, qui a visiblement déposé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision d'accorder des fonds du CNC, estimant que la présence importante à votre capital du fonds américain KKR, qui est probablement, même sûrement, le premier actionnaire de l'entreprise, ne répondrait pas aux critères permettant de recevoir ces aides. On les a entendus, ils ont confirmé leur démarche, ils ont confirmé que selon eux, un tel poids d'un fonds investissement étranger ne permettait pas d'obtenir ces subventions. Je vais citer l'article. KKR détiendra la majorité du capital de Media One Alliance, mais la majorité des droits de vote et donc le contrôle, ce que vous avez expliqué, seront détenus par les trois fondateurs, et là, MACSF, fin de la citation. Question donc simple, et vous êtes sous serment. Le secret des affaires, d'ailleurs, n'est pas opposable à cette commission d'enquête, n'est pas opposable à l'article 6 de l'ordonnance de 1958. Quelle est aujourd'hui la part exacte de détention du fonds américain KKR dans le capital de Media One? Parce que je pense que le fait de répondre à cette question permettrait aussi peut-être d'éclairer nombre des questions qu'on se pose et de les trancher une bonne fois pour toutes, parce qu'il y en a eu beaucoup depuis le début de cette commission d'enquête. Je vais laisser la parole à Guillaume Isabelle, qui est le directeur général en charge de la stratégie du groupe. Merci. Et peut-être avant de répondre spécifiquement à cette question, je voulais reprendre un peu de recul sur l'organisation générale de Media One. La société de tête du groupe, qui s'appelle Media One Holding, est une société française. Elle a été créée en 2020 à l'occasion des opérations qu'on conduit au retrait de la bourse, permettant de sécuriser le contrôle français de Media One et d'assurer son développement ultérieur via l'accès à de nouveaux capitaux.
Le groupe comprend aujourd'hui plus de 200 sociétés, incorporées dans différents pays en fonction de leur territoire d'activité. Mais je précise que la chaîne de détention, depuis MediaOne Holding jusqu'aux sociétés de production françaises, est faite exclusivement de sociétés françaises. MediaOne est dirigé au quotidien et représenté par son président Pierre-Antoine Capton. C'est lui, avec l'équipe de direction qu'il a nommée, qui prend toutes les décisions opérationnelles, en ce compris les décisions relatives au contenu produit. Et pour ce qui revient des grandes décisions stratégiques, elles sont prises par le conseil de surveillance, qui est composé de 14 membres, dont 9 Français, avec la majorité des voix qui revient aux 3 fondateurs, c'est-à-dire messieurs Capton, Niel et Pigasse. Le capital de MediaOne, comme Pierre-Antoine Capton l'a rappelé tout à l'heure, est dispersé depuis la sortie de la bourse entre plus de 70 actionnaires. Tous les actionnaires significatifs sont connus et représentés au conseil de surveillance. Et le capital, les seuls actionnaires qui ont un statut particulier sont les 3 fondateurs qui ont un contrôle exclusif et incontestable sur la société, de par la majorité des droits de vote en Assemblée générale et la majorité des voix au conseil de surveillance. Comme ça a été rappelé, ce contrôle, ce n'est pas une notion subjective, c'est une notion de droit qui a été attestée, confirmée par les autorités compétentes, et notamment l'autorité de la concurrence dans son avis rendu public en septembre 2020. Le cas auquel vous faites référence est un sujet de contrôle et c'est pour ça que le poids des actionnaires n'entre pas en ligne de compte. Néanmoins, pour, je dirais, rétablir certaines vérités et éviter de laisser courir certaines affirmations erronées qui ont été faites, nous avons pris le soin de préciser, c'est ce que Pierre-Antoine Capton a rappelé tout à l'heure, qu'aucun de nos actionnaires, ni KKR ni un autre, ne détient la majorité du capital. Je pense que c'est suffisant, je dirais de manière conjointe avec le point le plus important qui est celui du contrôle, pour confirmer qu'il n'y a aucun dispositif artificiel, puisque c'est un contrôle réel constaté tous les jours, qui soit dans notre structure, et donc nous en tenons là. Je vous remercie pour votre réponse. Mais à nouveau, pourquoi, et j'ai lu l'article du Figaro où vous avez répondu sur les soupçons qui pesaient sur le poids de KKR dans votre capital, pourquoi ne pas, en transparence, nous donner, pour qu'on en ait un peu la vérité et pour qu'on soit sûr de nous, pourquoi ne pas nous donner aujourd'hui le pourcentage de détention de KKR au capital de MediaOne? Pourquoi autant de flou sur le sujet alors qu'il suffirait simplement de nous transmettre les documents, même de façon confidentielle, pas besoin de les révéler, mais nous transmettre les documents pour s'assurer que KKR n'est pas majoritaire au capital de MediaOne, sachant qu'à nouveau, on a entendu des représentants de syndicats de producteurs il y a quelques jours qui ont déposé un recours de façon commune, on les a interrogés, ils nous ont dit on maintient effectivement des subventions publiques, notamment celles du CNC, ne devraient pas être attribuées à MediaOne parce qu'il y a un doute qui pèse sur le pourcentage de détention de KKR, fonds américain, à votre capital MediaOne. Juste pour être précis, nous n'avons pas répondu aux questions du Figaro, qui a fait un article sur le sujet tout seul dans son coin, après que plus d'une vingtaine de fois l'affirmation de MediaOne est un groupe américain ait été racontée ici. Juste dire aussi que contrairement à ce qui a été dit de nombreuses reprises, jamais aucune dividende n'a été versée à un fonds américain. C'est important. Ensuite, monsieur le rapporteur, MediaOne, c'est une société non cotée. C'est la grosse différence, la répartition du capital. Elle relève du secret des affaires. En revanche, je peux vous le dire de nouveau, mais j'ai aucun problème pour le redire, le contrôle de MediaOne, il est français. Et puis, si j'ai fait un cran plus loin, je ne peux pas commenter la plainte parce que l'affaire est en cours de la part des syndicats auprès du CNC, mais je peux vous dire une chose. Le fond derrière tout ça, c'est quoi? C'est de laisser penser qu'il y ait un fonds américain qui va expliquer à un producteur de cinéma en France, je veux que tu écrives le Comte de Monte Cristo comme ça, je veux que tu écrives Bac Nord comme ça, je veux que tu fasses telle œuvre comme ça, qui va aller parler à l'oreillette de Caroline Roux pour lui demander de poser telle question. Et j'ai du mal à comprendre, à partir du moment où juridiquement, il n'y a aucun sujet. Est-ce que vous pensez qu'éditorialement, artistiquement, je vous l'ai dit, on est un groupe indépendant, est-ce que vous pensez que quelqu'un va venir pour faire ce travail-là? Tous les producteurs qu'on a, Dimitri Rassam, Hugo Sélignac, Clément Miseré, je peux tous les citer, ils sont totalement indépendants.
Je veux dire, je ne lis pas les scénarios de leurs films et je ne leur donne aucun conseil. Donc, de pouvoir fantasmer ce genre de choses, c'est pour moi assez surprenant. Je suis très content que voilà, vous acceptiez, Monsieur le Président l'a entendu, que le contrôle de Mediawan soit français, qu'une fois pour toutes, on ne va plus dire ici que Mediawan est une société américaine. J'ai été très heureux de pouvoir répondre sous serment que KKR n'avait pas le contrôle de Mediawan, n'était pas un actionnaire majoritaire de Mediawan. Ce sont des réponses fortes qu'on vous donne aujourd'hui. L'impression qu'on banalise un peu tout ça, mais on vous donne des secrets des affaires. C'est le cas. Pour le reste, quand je vous dis que je prends les décisions en toute indépendance, c'est le cas. Et si ce n'était pas le cas, je dirigerai plus ce groupe. Si je vous pose ces questions, le but d'une commission d'enquête, c'est aussi de mettre l'accent sur des suspicions, sur des sujets qui peuvent être problématiques. C'est parce qu'on a des représentants de syndicats de producteurs qui, à l'unanimité, nous disent « on a un doute, on a déposé plainte, enfin, on a fait un recours concernant la société Mediawan ». Et c'est aussi parce que France Télévisions nous explique « notre rôle, c'est de soutenir la création et la production indépendante française. Le premier groupe de producteurs à en bénéficier, c'est Mediawan, mais il y a aussi un doute sur la structure capitalistique. Donc nous, tout notre rôle, c'est aussi de poser ces questions, de vous permettre aussi de faire toute la transparence sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà posé 2 questions, j'en poserai peut-être 3 ou 4 au total dans cette audition. Ça vous permet aussi d'y répondre. Si je vous pose la question, vous parlez de structure capitalistique, il y a aussi une petite différence entre la façon dont s'exerce ce contrôle d'un fonds comme KKR. J'ai pu lire notamment la note d'information transmise à l'AMF lors de votre OPA sur Mediawan en 2020 qui explique que la société Shaw Topco, qui est contrôlée par KKR, peut nommer donc 3 membres sur 7 au conseil de surveillance de Mediawan Alliance. KKR dispose également d'un droit de veto sur des décisions majeures, par exemple l'adoption du budget annuel dans certains cas, l'émission d'actions, l'introduction en bourse, certains seuils d'acquisition, de cession et d'investissement. Cette note aussi précise surtout l'existence d'une golden share, c'est-à-dire qu'en cas de modification des règles d'attribution des aides du CNC, par exemple, je cite, les droits et obligations seraient inversés, faisant de la société KKR l'actionnaire de contrôle de Mediawan Alliance. Donc, lorsqu'on voit qu'un actionnaire, un fonds d'investissement américain, peut bloquer votre budget, peut interférer et bloquer vos décisions stratégiques, et même partiellement prendre le contrôle de la société en cas de certains critères, est-ce qu'on peut réellement parler d'une indépendance? Est-ce qu'on peut réellement se dire que la société, quelles que soient les conditions et les critères, restera française, alors qu'on voit factuellement qu'un fonds d'investissement américain pourrait prendre le contrôle à certains critères? C'est toutes les raisons de mes questions. Quel est le rôle réel, l'importance réelle de KKR dans votre capital et dans vos décisions au quotidien? Alors, Guillaume Isabelle va vous répondre en toute transparence. Je tiens juste à noter, parce que j'ai l'impression qu'on est la seule société de production dont l'intégralité des actionnaires ont été convoqués. J'en suis par ailleurs surpris, mais vous allez passer cet après-midi avec notamment le représentant français de KKR plusieurs heures. Vous allez vous ennuyer, parce qu'il n'a pas beaucoup d'informations sur la société, parce que éditorialement, artistiquement, il ne s'occupe de rien. Je pense que ces questions techniques, vous pourrez les aborder avec lui. Mais j'aurais adoré vous parler, qu'on prenne le temps de parler de fiction, d'intelligence artificielle, de tout ce qu'on peut faire pour faire rayonner la culture à l'international. Mais Guillaume Isabelle va vous répondre. Et encore une fois, on ne peut pas faire plus transparent que de venir pendant plus de 6 heures avec les actionnaires et les dirigeants. Je voulais le dire. Guillaume. Pardon, alors juste une petite correction, Monsieur Capton. L'intégralité des actionnaires de Mediawan n'ont pas été convoqués. Par ailleurs, le rapporteur a souhaité auditionner les principaux actionnaires financiers des sociétés de production. C'est pour ça qu'on va auditionner les principaux actionnaires de Mediawan et qu'on va auditionner le principal actionnaire, enfin le deuxième après Monsieur Courby, actionnaire de Banijay. Et par ailleurs, Mathieu Pigasse et Xavier Niel ont peut-être une part limitée de votre capital, mais je crois que tous les 3, vous êtes cofondateurs de cette entreprise. Donc, ils viennent à la fois en tant que cofondateurs de Mediawan, même si aujourd'hui, ils sont des actionnaires minoritaires. Je peux juste cette précision, parce que moi, je garantis des règles universelles et le rapporteur les a acceptées. Quand on convoque le principal actionnaire financier de Mediawan, enfin, vous le contestez, mais enfin, en tout cas, des informations que l'on a, on nous dit que KKR serait votre premier actionnaire financier. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a établi. Et donc, par conséquent, et par parallélisme des formes, si vous me permettez cette expression, on auditionnera, le rapporteur en a convenu, les membres du bureau également, le principal actionnaire financier de Banijay fin mars.
Monsieur Isabelle. Merci. Je vais essayer de répondre aux points que vous avez soulevés sur la gouvernance pour vous expliquer comment est-ce que fonctionne la société au quotidien. D'abord, pour ce qui est de la nomination du board, enfin des membres du board, Shaw Topco est une société qui regroupe les intérêts de plusieurs actionnaires, dont 2 sont représentés au board, KKR et Atwater. Donc les 3 membres auxquels vous faites référence sont les 3 membres qui siègent encore au board aujourd'hui, 2 représentants de KKR et un représentant d'Atwater, sur un total de 14 membres de notre conseil de surveillance aujourd'hui. Il y a certains seuils, certaines décisions qui nécessitent, et c'est un droit de minoritaire classique, qui nécessite, en plus du vote favorable des fondateurs, l'approbation de certains autres actionnaires. Ce n'est pas une spécificité de KKR, ça regroupe d'autres actionnaires importants comme BPI France ou Rain qui ont, je dirais, un droit de veto sur certaines décisions qui visent à protéger, c'est assez usuel, leurs droits d'investisseurs minoritaires et financiers. Ça couvre des décisions extraordinaires qui viennent, par exemple, modifier les statuts de la société ou qui induisent un niveau d'investissement ou de risque qui serait en dehors du cours normal des affaires. En aucun cas, aucune de ces décisions ne peut être prise sans l'accord des fondateurs. Donc c'est un dispositif tout ce qu'il y a de plus classique. En l'occurrence, je vous confirme que l'approbation du budget ne fait pas partie de ces droits qui est soumis à l'approbation des actionnaires financiers. C'est uniquement dans un cas de déviation majeure par rapport au plan de l'année dernière, ce qui n'est jamais arrivé et qui n'est pas susceptible d'arriver dans notre industrie. Le dernier point sur l'action de préférence, elle est effectivement importante puisque c'est elle qui confère aux fondateurs de MediaOne la majorité des droits de vote en assemblée. Vous faites référence à une conditionnalité de cette action de préférence à des points de règlement du CNC. Ça n'est pas le cas. Je reconnais que ça a été envisagé à l'époque en 2020 lorsque nos accords ont été établis, parce que le souhait par les fondateurs de sécuriser le contrôle de MediaOne était une condition essentielle du deal, qui a donné lieu, comme vous en doutez, à des échanges avec les investisseurs financiers, là encore KKR, mais pas seulement, les autres également. Pour résoudre ce point, les fondateurs ont fait valoir la nécessité de rester dans le cadre des productions d'œuvres françaises et de se conformer aux critères définis par le CNC. C'est pour ça que cette condition était initialement envisagée, mais je le répète, elle n'a pas été conservée et elle n'est plus attachée à l'action de préférence aujourd'hui. J'ajoute pour finir que ce point prouve l'importance de l'efficacité de ces règles, puisqu'elles aident à des entrepreneurs français à lever des capitaux tout en gardant le contrôle de leur société. Peut-être juste une précision. Le rapporteur pose beaucoup de questions sur le sujet. Certains pourraient dire qu'il est insistant, mais je précise que s'il l'est, et si nous le sommes, c'est parce que le secteur audiovisuel est un secteur réglementé. Je le dis pour les Français qui nous écoutent, que pour bénéficier des aides publiques, des crédits d'impôt, il faut obtenir ce qu'on appelle un agrément, et que dans les critères définis à la fois par la Commission européenne et le droit français, la question effectivement des capitaux est importante. C'est pour ça qu'il y a un recours, c'est pour ça que certains syndicats de production, pas tous, je corrige ce qu'a dit le rapporteur, c'est pas de manière unanime, mais certains syndicats de production considèrent, eux, que si une société de production a comme principal, comme premier actionnaire un fonds d'investissement américain, ils remettent en cause, étranger, peu importe ce soit américain, eux, ils remettent en cause le fait de pouvoir bénéficier d'aide. C'est pour ça qu'on pose ces questions, parce que dans le débat public, comme c'est un secteur réglementé, que c'est un secteur que la France et l'Union européenne considèrent comme stratégique, on regarde la question des investisseurs étrangers avec un œil acéré, vif, puisque ce n'est pas moi qui ai fixé ces règles-là. Il se trouve que pour bénéficier des aides financières du CNC et pour bénéficier des crédits d'impôt, il faut des agréments, il faut respecter des critères, et que la question des capitaux étrangers est importante, et qu'aujourd'hui, et je termine là, dans le débat public, certains, pas tous, mais certains, considèrent, c'est leur droit, et ça ne veut pas dire que j'y suis favorable, mais en tout cas, eux, ils considèrent que si une société a comme principal actionnaire, comme premier actionnaire, un investisseur étranger, il ne devrait pas bénéficier d'aide. Encore une fois, ce n'est pas ma position, c'est la mienne, je la définirai au moment de la publication du rapport, mais je pense que c'est pour aussi expliquer pourquoi on insiste là-dessus. C'est pas pour contester le fait que KKR soit actionnaire, puisse investir, Mais je veux juste rebondir dessus parce que encore une fois, il y a les points techniques et vous savez, même pour moi, ça m'ennuie de rentrer dans ces détails-là. Et puis après, il y a une réalité.
Quand vous venez comme moi de Trouville, hein, pardonnez-moi, et que vous n'avez pas fait d'études, j'ai eu mon bac, c'est tout, que vous avez envie d'entreprendre en France, eh ben vous faites du mieux possible pour continuer d'entreprendre. Le plus important, c'était mon indépendance. J'ai jamais eu de chef, et j'en veux pas. Je veux continuer tout seul, je veux pas qu'on me donne d'ordre, et je me fais confiance et je veux continuer d'entreprendre. J'ai créé plein d'emplois en France. Plein. J'en suis fier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le coût du travail, il est cher en France. Je suis content d'investir ici. Je suis content de pouvoir le développer. J'ai rencontré sur mon parcours plein de gens qui m'ont aidé. De Marc-Olivier Fauger à la Dominique Besnéard qui m'ont donné une chance. De Xavier Niel et Mathieu Pigasse qui m'ont permis, à leur côté, de monter ce SPAC, qui m'ont permis de me développer. Et puis KKR, vous savez, monsieur le rapporteur et monsieur le président, KKR, par exemple, ils ont donné 10 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame. Alors, ça va être un détail pour vous, mais sans eux, à aucun moment, j'aurais pu continuer d'entreprendre en France. Vous me croyez ou pas, mais ils ne me demandent rien. Vous me croyez ou pas, mais ils ne sont pas là pour faire un truc, me demander des choses éditoriales, artistiques, financières. Ils me foutent la paix parce qu'ils me font confiance. Avoir des investisseurs, quelle que soit la nationalité, qui vous laissent le contrôle, qui vous poussent, qui vous permettent de créer de l'emploi en France, c'est une chance, monsieur le rapporteur et monsieur le président. J'ai cette chance-là. Je suis fier de tous mes partenaires, de tous mes associés, et j'espère que Media One va continuer un parcours en gardant son siège social en France, en restant français. C'est le plus important pour moi. Essayons, dans un moment où ça va mal, d'encourager les entrepreneurs. J'ai plein de jeunes qui viennent me voir en me disant « Ton parcours, il est génial. » Mais pourquoi ? Parce qu'on représente aussi une sorte de réussite. Il faut encourager ces succès-là. Il faut encourager des fonds étrangers à venir investir en France. Je n'ai pas trouvé de fonds français qui voulaient investir à mes côtés. Sinon, j'aurais été très content. Je n'en ai pas trouvé. Madame Calves. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais commencer par saluer les succès de Media One en France, mais aussi à l'étranger, et sa contribution au rayonnement de la création française. Vous l'avez dit aussi, la production audiovisuelle, c'est un retour sur investissement pour les finances publiques. Les fameuses aides publiques, 1 euro investi jusqu'à 8 ou plus euros générés, car rappelons-le, la production en France génère des emplois. Et donc des recettes aussi pour nos finances publiques via les impôts et via les cotisations. Ma question portera sur la production indépendante. Celle-ci est définie dans l'article 71 de 1986 relative à la liberté de communication. On a 5 critères qui mêlent une approche capitalistique, la notion de contrôle et la part de chiffre d'affaires. En 1986, nous avions très peu d'éditeurs différents. Il y avait très peu de chaînes. Alors on avait posé des obligations aux chaînes de recourir à la production indépendante. À l'heure de la multiplication des chaînes et des plateformes, en quoi ce rapport de force entre les éditeurs et les producteurs existe-t-il encore ? D'autre part, avec ces obligations de recourir à la production indépendante, n'a-t-on pas empêché la création de groupes audiovisuels qui investiraient les différentes étapes de la chaîne de valeur, aussi bien dans la diffusion que dans la production ? Enfin, plus récemment, la question de la répartition des droits d'exploitation des œuvres a été de nouveau soulevée par une proposition de loi, celle de Laurent Lafon, dont le premier chapitre sur la réforme de l'audiovisuel public a fait plus parler de lui que dans la deuxième partie. Mais dans celle-ci, il y avait l'article 13 qui proposait de modifier la définition de ce qu'est la production audiovisuelle indépendante afin d'en exclure des régimes de mandat de commercialisation pour, et c'était le but affiché, inciter les chaînes à investir davantage dans des productions susceptibles d'être davantage exportées et de participer ainsi au rayonnement de la création française. Moi, j'estime que le financement de l'audiovisuel public, c'est un investissement essentiel pour l'information, la culture, la cohésion de notre pays. Si ces financements peuvent d'autant plus participer au rayonnement de la création française tout en générant des ressources propres pour les éditeurs, c'est un élément supplémentaire de consentement à ce que nous investissions davantage dans l'audiovisuel public. Que pensez-vous de cette nouvelle répartition des droits entre producteurs et éditeurs ? De votre point de vue de producteur, dans quelle mesure ce dispositif pourrait atteindre son objectif ou au contraire le desservir ? Madame la députée, merci pour votre question. Vos questions, elles sont en vérité très riches et complexes parce qu'elles s'adressent en fait à l'ensemble de l'organisation de la production audiovisuelle en France. Je pense que, comme vous le rappelez d'abord, ce système il a été mis en place en 1986. Je pense que si... Alors, d'abord, il a été très largement aménagé depuis 1986 par des décrets, par des conventionnements, par des accords interprofessionnels négociés entre les éditeurs, plateformes et
et organisations syndicales de producteurs et également les représentants des auteurs. Et elles ont permis, et je pense que l'audiovisuel s'en félicite, d'accompagner systématiquement au fur et à mesure des années l'organisation contractuelle entre les producteurs indépendants et les éditeurs en fonction de l'évolution des modes de consommation. En effet, aujourd'hui, je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui, France Télévisions, il y a 5-10 ans, France Télévisions, il acquérait une série, il acquérait 10%, et il l'acquérait pour 3 diffusions sur 3 ans et demi. Aujourd'hui, France Télévisions acquiert pour le même montant, en vérité moins, parce qu'en vérité, les financements ont plutôt eu tendance à baisser depuis, et il acquiert ses droits pour pouvoir diffuser pendant 3 ans et demi autant de diffusions qu'il le veut, en linéaire et en non linéaire. Donc c'est un exemple, mais qui montre d'une part que les choses ne sont absolument pas figées et qu'il y a eu une évolution et un accompagnement absolument permanent de la consommation par les producteurs, dont c'est aussi l'intérêt finalement. Même si je dois dire qu'à cet endroit-là, les producteurs audiovisuels ont toujours été mieux disants que les producteurs cinématographiques. Donc en fait, c'est le système tout simplement de l'exception culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut, mais il suffit de regarder à ce moment-là à l'étranger, si on veut aller sur des systèmes plus simples, pour ne pas dire plus simplistes, comme vous le dites, on va passer de 200 films de cinéma à 70, on va passer de 1000 heures de fiction à 300, et puis on va passer aussi de 340 000 emplois à 100 000. Et tout ça au détriment de la souveraineté, de l'emploi et, in fine, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des recettes de l'État, comme vous le disiez très justement. Donc c'est un élément qui, me semble-t-il, est crucial. Deuxièmement, vous posez cette question qui est de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que les éditeurs de services n'ont pas choisi de devenir des champions internationaux? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas pu? Je suis désolé. La réglementation telle qu'elle existe n'aura jamais empêché aucun éditeur privé, France Télévisions est un cas à part, de devenir un champion international. Ils ont juste, je suis désolé, je vais dire les choses comme elles sont, pris le train trop tard, voire pas pris le train du tout. Le seul qui l'a pris in fine et avec succès, c'est Canal+. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, c'est ce sujet-là qui est important. Et je rappelle aussi, puisque effectivement, comme vous le rappeliez, j'ai été pendant près de 10 ans président de l'Union syndicale des producteurs audiovisuels, j'ai été ici pendant des années devant la représentation nationale qui nous disait « Mais enfin, que faites-vous? Comment se fait-il que France Télévisions commande des projets à 300 producteurs et que nous n'avons aucun champion national de taille internationale en France ?» Avouez qu'il y a quand même une certaine illogique, je vais rester poli, pour dire qu'aujourd'hui, on se retrouve, le groupe MediaOne, Pierre-Antoine Capton, devant la représentation nationale, qui a fait ce que la représentation nationale, les gouvernements successifs, quels qu'ils soient, en disant « Mais pourquoi est-ce qu'avec notre système de régulation, on ne peut pas avoir des champions nationaux de taille internationale ?» Et aujourd'hui, on nous dit « C'est pas possible ». J'avoue que ça paraît quand même assez absurde. Et enfin, le dernier point, pour répondre à l'ensemble de vos questions, qui est le sujet de l'exploitation des œuvres, en fait, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, si on prend le cas de France Télévisions, par exemple, France Télévisions finance en moyenne 60 à 70% d'une œuvre. Est-ce que quand vous achetez, je vais être totalement simpliste, est-ce que quand vous payez 60 à 70% d'une paire de chaussures dans une boutique, vous prenez les deux? Non. Non. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça revient au sujet dont on parlait tout à l'heure, qui est passionnant. C'est qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, en moyenne en France, on travaille à marge zéro. MediaOne en fiction travaille à marge zéro. Travaille à marge zéro avec France Télévisions. Vous allez me dire, mais alors, c'est impossible. Vous faites pas ça juste pour le plaisir et perdre de l'argent. Non, parce que le seul et unique moyen, et c'est un risque énorme que prend MediaOne, mais que prennent l'ensemble des producteurs indépendants, c'est que c'est uniquement sur l'exploitation ultérieure des œuvres, après la durée des droits en France et à l'international, qu'il y a une possibilité pour les producteurs indépendants de gagner de l'argent. Et je ne dis même pas, et ça je pourrais vous le donner, Banijay en a parlé hier, les millions
les millions d'euros qui sont investis à perte, parce que le rôle d'un producteur indépendant, garant de la bonne fin d'une œuvre, c'est d'abord d'être en capacité de proposer 10, 20, 30, 40 projets, qui sont tous, de par l'encadrement de la réglementation, et tant mieux, que l'on doit payer à la fois à des auteurs, mais également dans les sociétés de production qui sont à l'intérieur du groupe. Mais c'est en général pas plus de 5 à 10% des projets qui sont pris. Donc tout le travail de recherche et développement, je reviens aux fondamentaux de la production indépendante, mais tout ça semble être balayé aujourd'hui. Mais en fait, on est en face d'une organisation qui est extrêmement complexe, mais il faut aller regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, la vérité, et c'est pour ça que je rends grâce et à Pierre-Antoine Capton et aux actionnaires qui viennent investir dans ce secteur, aujourd'hui, vous rentrez dans le secteur de la production indépendante, en particulier avec France Télévisions, vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Et du coup, pour aller au bout de cette question, si vous acceptez d'avoir zéro marge avec France Télévisions sur la fiction, c'est parce que vous faites des marges sur le flux ou ça n'a rien à voir? Parce qu'on pourrait se dire... Alors, je vais laisser M. Capton ou Mme Planchon répondre sur le flux. C'est... Non, mais d'abord, on travaille... pas répondre sur le flux, ma question est très précise. C'est vous expliquer, merci de votre transparence, qu'il y a zéro marge dans... La moyenne, oui. Alors après, gros, vous nous avez dit il y a zéro bien sûr, marge. sur l'ensemble de la fiction, la marge est à zéro. Oui, voire même qu'on peut perdre de l'argent. Ouais, donc ma question, si vous acceptez... Et c'est ce que j'ai précisé, parce que c'est un sujet très très important qui, effectivement, comme le dit Mme Calvez, a été porté à un moment au Parlement. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut gagner de l'argent sur nos productions qu'en étant en capacité d'avoir les droits d'exploitation, donc de distribution, pour ensuite vendre ces mêmes projets en France et à l'international. Si on n'a pas ça, aujourd'hui, l'industrie s'arrête. Et pour répondre à votre question sur le flux, j'imagine qu'on aura des questions sur les budgets, puisque vous avez accès à tous les contrats. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais les marges, elles sont extrêmement réduites, voire quasiment nulles pour certains programmes. Je vous le disais, c'est dans l'air et c'est à vous, qui sont des émissions quotidiennes qui existent depuis longtemps. Pour certaines, oui, vous perdez de l'argent. Après, c'est un choix démocratique que de travailler avec France Télévisions. On sait que leurs budgets sont contraints, on l'accepte. On parlera sans doute de des 5% de baisse qui ont été demandés l'an dernier. Mais c'est ça aussi de travailler ici, de soutenir le service public. On pourra parler de son financement sur le long terme. Ce sont des sujets importants. On pourra comparer par rapport aux autres services publics européens. Mais pour nous, c'est crucial de pouvoir créer des marques, comme Dominique Besnéard l'a fait avec 10%, et de pouvoir les faire rayonner à l'international. C'est aussi un très bon tremplin, Media One, de partir d'une œuvre française qui ne gagne pas d'argent et d'aller en faire des versions en Espagne, en Italie, en Allemagne. 10% en Italie, c'est numéro 1 en audience. C'est absolument incroyable. Monsieur Ballanon. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour ce début d'audition où vous remettez un peu un sujet qui n'a pas été donné depuis le début, c'est comment fonctionne la production audiovisuelle française. Et à l'heure où nous avons aujourd'hui un pillage, je le dis, un pillage qui est même plus qu'un pillage, qui est le casse du siècle par les intelligences artificielles de toute cette production mondiale d'œuvres intellectuelles, à l'heure où vous avez des plateformes qui ont aussi pillé toute la régie publicitaire de la télé, de la presse, nous avons besoin, et merci d'être là, et merci d'avoir monté cette société, de la faire vivre, nous avons besoin de grandes sociétés qui tirent l'ensemble du secteur culturel français. Je le rappelle, le secteur culturel français, vous l'avez dit, c'est l'ensemble de la culture, c'est plus que l'audiovisuel et la pharmaceutique en France, en PIB. C'est, en plus d'être beaucoup d'argent, c'est notre capacité à porter les valeurs de notre démocratie. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne contre vous depuis quelques heures. Quand on est un parti souverainiste, quand on est un parti qui veut défendre les valeurs de la France, on se félicite que votre société, pas plus tard que, je crois, il y a quelques mois, fasse la une du New York Times,
en disant que vous alliez racheter cette société américaine importante. Donc voilà, qu'on vous contrôle, qu'on ait des questions, ça me semble logique. Mais félicitons-nous que vous ayez cette capacité de tirer l'ensemble de la production audiovisuelle française. Alors, j'ai quand même quelques questions, justement, parce qu'aujourd'hui, et Céline Calvez, qui est à mes côtés, qui fait un travail remarquable sur l'intelligence artificielle et sur l'impact qu'elle a l'intelligence artificielle sur la connaissance et la création de contenu. Comment vous, sur ces questions-là, vous envisagez d'être offensif pour défendre vos droits, pour défendre les productions françaises? Et vous l'avez dit tout à l'heure, une société appartenant à TikTok vient de produire des outils qui permettent de faire des films en 48 heures. Bon, d'une qualité tout à fait médiocre pour l'instant, mais qui c'est pour l'instant, je le dis, et qui ne fonctionne que parce qu'elle a pillé le contenu précédent. Donc, comment on règle ces questions-là? Est-ce que là-dessus, vous avez des pistes? Je pense que vous en avez déjà parlé avec Céline Calvez. Mais est-ce que vos actionnaires, surtout, sont prêts à voir ces sujets-là aussi avec vous et à investir sur les sujets de cette révolution numérique qui est en train de, en réalité, d'atteindre notre modèle démocratique et culturel européen? Merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour vos mots, parce que tous les encouragements font du bien dans des mondes voilà, d'entrepreneurs qui ne sont pas toujours faciles et dans un secteur qui est en ce moment extrêmement secoué. Et on le voit de toutes les chaînes de télévision en France. Ça fait toujours du bien d'être encouragé. Sur l'intelligence artificielle, j'aimerais démarrer par un secteur qui, en France, et je me souviens, parce qu'on a des échanges avec les députés régulièrement qui viennent sur les tournages, et je vous ai vu et on a eu l'occasion d'échanger, notamment sur le secteur de l'animation. Le secteur de l'animation, aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple, on produit un dessin animé qui s'appelle Miraculous Ladybug. Miraculous Ladybug, c'est le programme français le plus vu dans le monde. 40 milliards de vues sur YouTube pour Miraculous Ladybug. C'est numéro 1 au Brésil, c'est numéro 1 dans plein de pays asiatiques. Miraculous Ladybug, donc on produit cette série. Il y a beaucoup d'animateurs, c'est beaucoup d'emplois créés en France. On fabrique cette série ici à Paris avec des animateurs qui travaillent. L'animation, c'est du temps long. C'est-à-dire une saison de Miraculous Ladybug ou un film, c'est des années de travail pour beaucoup d'animateurs en France. Évidemment, on a été sollicité par tout un tas de studios chinois, américains, d'intelligence artificielle qui sont venus nous voir, qui nous ont sollicités pour vous dire bonjour, regardez, on a pris votre IP et on est capable de faire en 24 heures ce que vous faites en 6 mois. Quelle a été notre responsabilité? Évidemment, de continuer de produire avec nos animateurs, de défendre l'emploi, de défendre la création. Mais le problème, c'est qu'un jour, cette intelligence artificielle, sur ces métiers de fabrication, ça sera intenable. Comment on se protège de ça? Ça fait partie des sujets qui sera intéressant de débattre dans le cadre de cette commission. Les métiers de la fabrication, aujourd'hui, sont en danger. Tout ce qui est fabrication à travers l'intelligence artificielle, il y a une société d'animation qui rayonnait il y a quelques années en France, qui s'appelle Cybergroup Studio, qui a déposé le bilan. C'est des emplois perdus. Le secteur de l'animation va très mal. C'est important qu'on le soutienne, c'est important qu'on l'aide, c'est important qu'on l'accompagne. Et aujourd'hui, sur beaucoup de métiers techniques, vous remplacez des caméras d'intelligence artificielle. Il y a des caméras ici qui nous filment en ce moment. Je ne sais pas si c'est réalisé par de l'intelligence artificielle ou par un caméraman qui est derrière, mais vous le voyez aujourd'hui que ces métiers de fabrication sont en train de disparaître avec de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Et puis pour la partie des droits sur l'IA, je vais te laisser répondre, Thomas. C'est évidemment un sujet qui est crucial pour les raisons que M. Pierre-Antoine Capton vient d'évoquer, mais aussi pour des sujets, j'ai envie de dire, presque philosophiques, qui sont ceux qui ont lien avec la création. Aujourd'hui, par exemple, l'ensemble des organisations syndicales dont nous faisons évidemment partie et l'ensemble de nos sociétés ont passé, on va dire, des accords et des modalités de fonctionnement, en particulier avec les sociétés d'auteurs,
Mais c'est vrai que sur le fond, on se rend compte, et c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas inintéressant de l'évoquer aujourd'hui, qu'on est en réalité totalement dépassé. Donc aujourd'hui, de façon très logique, on a dit un producteur ne peut pas tout seul, ou en tout cas avec l'intelligence artificielle, créer une série et qu'il n'y ait plus d'ayant droit auteur. Mais en même temps, aujourd'hui, dans la réalité, je pense que probablement plus de 75% des scénaristes et auteurs, et je pense qu'aucun ne viendra me dire le contraire, n'utilisent pas l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre quand il travaille lui-même sur des projets. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est bien naturel, c'est un petit peu malgré tout, et c'est bien pour ça que c'est en vérité un sujet bien plus large. Effectivement, il est très important que Madame Calvez puisse s'en occuper, puisqu'en fait, la réalité de ça, c'est que c'est exactement comme si au début de Google, on avait dit il va falloir continuer à regarder dans l'encyclopédie Universalis et pas aller sur Google. Donc je simplifie les choses à l'extrême, mais la réalité, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le groupe se conforme absolument à toutes les obligations envers les auteurs, les éditeurs et tout ce que nous devons respecter. Et pour répondre sur les actionnaires, puisque c'était votre question, comme vous le savez, Xavier Niel est un des plus gros investisseurs aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Donc on a beaucoup d'échanges avec lui. C'est aussi ce qui est formidable d'avoir des entrepreneurs qui pensent tout le temps. Xavier, il a 15 casquettes. Son premier métier, c'est les télécoms. Il a investi dans plein de choses, dans l'agriculture, dans les écoles, dans l'intelligence artificielle. De pouvoir échanger avec lui stratégiquement, pour nous, c'est une chance. Et je pense qu'on va pouvoir construire tous ensemble aujourd'hui une stratégie autour de l'IA qui sera vertueuse pour les producteurs. Les gens, ils veulent de l'émotion, ils veulent de l'humain, et c'est toute l'importance de notre métier de création. Pour revenir sur, pardonnez-moi, Kaker et donc l'intervention américaine, je vais revenir sur une chose. Il y a 3 semaines, ou un mois, pardonnez-moi, j'ai un petit problème dans les dates, quand on a annoncé l'acquisition de North Road avec MediaOne, on a fait des interviews aux États-Unis avec l'agence Reuters, si je ne dis pas de bêtises, et le New York Times. Les questions étaient toutes les mêmes. Comment un groupe français arrive à mettre la main sur un studio américain ? Là-bas, la question est inversée. Je suis fier de ça. Très honnêtement. Sur l'intervention de KKR, mais ça va de même pour Xavier Niel, Mathieu Pigasse ou tout autre actionnaire, même s'ils sont co-contrôlants en parlant de Xavier Niel et de Mathieu Pigasse. Ils n'ont jamais eu de rôle, et ça n'a jamais été prévu comme ça, de direction. Je suis le seul dirigeant de ce groupe, je suis le seul à prendre les décisions, et j'ai une confiance totale dans mes équipes, que ce soit les rédacteurs en chef, les producteurs, les animateurs ou les animatrices, les journalistes. Je pourrais tous les citer, mais le professionnalisme de Caroline Roux, d'Aurélie Casse, d'Anne-Elisabeth Lemoine, de Patrick Cohen, de tous ceux qui travaillent avec MediaOne, Anne-Sophie Lapix pour M6, ils ont une totale indépendance éditoriale, et c'est ça le plus important pour moi. Merci de cette précision, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir à l'une des réponses que vous avez formulées. Vous expliquez, et c'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs, qu'un certain nombre de vos marges sont assez réduites sur des émissions que vous produisez pour le service public. Vous expliquez que c'est aussi votre honneur de produire des émissions et des contenus à un coût relativement modique pour le service public. J'aimerais vous interroger sur un point. Alors, ce n'est pas votre entreprise. Je l'ai pointé depuis déjà un certain nombre de semaines, c'est aussi des marges réalisées sur un certain nombre de jeux produits pour le service public, certains animés et produits par Nagui. On en a parlé hier avec la société Banijay. Il y a des marges et des audits de production qui font état de marges à plus de 40%, près de 50%. Quelle est votre conception à vous du service public, de l'audiovisuel public? Est-ce qu'il est sain que certains fassent des marges aussi importantes alors qu'il s'agit d'argent du contribuable, qu'il y a une mission de service public? Autrement dit, peut-on faire les mêmes marges sur le service public que sur des chaînes privées? En l'occurrence, je ne connais pas les marges de
de mes partenaires producteurs. Donc je serais bien incapable de vous répondre à vos questions. Ce que je sais d'une manière générale, et pour travailler avec des chaînes privées, des plateformes et le service public, c'est que les économies du service public, les budgets du service public sont réduits. Tous nos programmes sont audités chaque année par des cabinets différents. On répond, c'est un travail extrêmement exigeant. On adapte quand le service public a des baisses de budget, on répond, on les accompagne. Et donc, je pense qu'on est tous, j'allais dire, logés à la même enseigne, mais je ne pense pas qu'il y ait de différence particulière pour les uns et pour les autres. Effectivement, hier, nous recevions en audition le secrétaire général de la CGC, qui est un syndicat de l'audiovisuel, M. Cordival, qui nous a expliqué que vous auriez privatisé le Maxime, qui est un restaurant, une boîte de nuit parisienne, quelques jours ou quelques temps avant la reconduction de Madame Ernotte, notamment pour fêter par anticipation sa reconduction. Est-ce que vous confirmez ces informations? J'ai l'impression que vous avez dit depuis le début que c'était faux. Je vais vous laisser y répondre. Et vous avez expliqué que vous n'entreteniez pas de relation de nature personnelle avec Delphine Ernotte. Est-ce que le fait de l'inviter à une soirée peut-être privée qui vous concernait n'est pas de nature à entretenir des relations personnelles avec elle? Alors, monsieur, pardon, on est sur un sujet très important. Je l'ai dit et je vais le répéter, parce que là, c'est assez solennel comme exercice. Je suis le garant des propos qui sont tenus ici. Et l'ordonnance de 1958 impose au président de saisir, le cas échéant, l'autorité judiciaire s'il y a des soupçons de parjure. Le rapporteur vous pose une question importante. Je n'ai pas pu présider hier pour des raisons personnelles l'audition de la CGT, mais il m'a été remonté, mais le rapporteur vient de le confirmer, que sous serment, la CGC aurait indiqué, et je suis précis dans la citation, parce qu'il faut, le cas échéant, que je puisse avoir tous les éléments et prendre une décision. Je cite très précisément ce qui a été dit par la CGC, c'était M. Cordival qui a tenu ces propos. Media One a invité Madame Ernotte chez Maxime en privatisant le restaurant tout entier pour fêter un peu en avance. Et comme l'a dit le rapporteur, fêter un peu en avance, c'était fêter en avance sa reconduction. Voilà, je précise le cadre et je vous laisse maintenant répondre à la question du rapporteur. Je n'ai pas besoin de la reformuler, elle était très claire. J'ai été assez choqué. Vous savez, c'est beaucoup de préparation pour nous aussi, cette commission d'enquête. Et si on veut faire preuve de transparence, on vous a parlé de la taille du groupe Media One. On a beaucoup de choses à faire. Et donc, on a préparé cette commission avec beaucoup de sérieux. C'est beaucoup de préparation et de travail. Hier soir, avant de me coucher, j'ai reçu sur mon portable un nombre de messages dingues qui arrivaient via les réseaux sociaux. Sur votre publication, Monsieur Allong, des commentaires de ce monsieur je ne connais pas son nom. Cordival, pardonnez-moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Où nous aurions, dirigeants de Media One, privatisé un restaurant à Paris pour fêter avant le process de nomination, sa nomination en tant que présidente de France Télévisions. Évidemment, c'est faux. Vous l'imaginez bien. Comment on peut imaginer un seul instant qu'une société privée organise une soirée, paye une soirée pour fêter une nomination qui n'a pas eu lieu? C'est déjà complètement petit un diffamatoire. Donc j'espère évidemment, et que Monsieur le Président, vous allez vous saisir de ce mensonge. C'est important quand même. Aujourd'hui, on vient porter des sujets. Votre commission d'enquête, elle est importante dans le débat. Et je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on vous tend un micro. Donc, j'espère que cette information sera démentie et que vous pourrez utiliser toutes les ressources que vous avez pour pouvoir ramener de la vérité autour de ça. Ensuite... Vas-y. Alors, attendez, parce que juste sur ce point, monsieur le rapporteur, je vous demande, parce que c'est vrai là, je vous le dis, voilà, avec tout le respect que je vous dois, j'ai regretté votre tweet parce que vous avez parlé au début de votre tweet au conditionnel, et c'est tant mieux parce que vous avez très précisément dit les dirigeants de Media One auraient privatisé Maxime, et je vous remercie d'avoir parlé au conditionnel. Mais il se trouve ensuite dans le tweet que vous parlez au présent, à l'indicatif, en disant c'est ce que révèle sous serment Jacques Cordival. Bon, donc, oui, non, mais c'est factuel. Mais je pense que comme on auditionne aujourd'hui Media One et qu'il y a potentiellement parjure, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Donc, si vous l'acceptez, de pouvoir aussi relayer, si vous l'acceptez, parce que vos réseaux sociaux sont aussi très suivis, de relayer la réponse de Pierre-Antoine Capton.
Et pour ma part, je demande très solennellement, et je le dis s'il y a des journalistes qui nous écoutent, au service de l'Assemblée de me sortir très précisément les extraits de M. Cordival hier. On va ressortir très précisément les extraits que vous venez de votre déclaration à l'instant, et je demanderai au service de l'Assemblée qui m'entoure d'analyser juridiquement ces propos et voir si effectivement on peut caractériser un parjure. Et peut-être que pour nous aider à savoir s'il y a eu parjure, peut-être que vous pouvez, mais c'est peut-être la question du rapporteur, nous dire quel était l'objet de... Enfin, je laisse peut-être le rapporteur vous interroger là-dessus. Donc on comprend, hein, c'est important et vous avez raison, ces propos sont graves. On comprend que vous n'avez pas privatisé ce restaurant-là pour fêter la reconduction de Delphine Ernotte. Visiblement, alors je crois qu'il y a eu un article du Canard enchaîné qui expliquait que c'était votre 50e anniversaire, mais Delphine Ernotte a bien été invitée à cet événement, ça vous le confirmez? Alors, malheureusement, j'ai fêté mes 50 ans en avril dernier. C'était pas un moment de plaisir. Et il s'avère que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je bosse, c'est comme ça. J'ai rencontré ma femme dans le travail, voilà. Et mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés par le travail. Et c'est comme ça, quand vous venez de province, que vous arrivez à Paris et que vous connaissez personne, c'est le cas. Madame Ernotte a été invitée à mon anniversaire, comme de nombreux autres acteurs de l'audiovisuel, producteurs, diffuseurs, talents et partenaires avec lesquels je travaille depuis 25 ans. C'est un événement privé réunissant un grand nombre de personnes du secteur. Il y a eu un article dans la lettre A qui n'a pas hésité à donner la liste précise des invités, donc vous pourriez sans doute le retrouver. Ce n'a évidemment aucun lien avec les relations professionnelles entre Media One et France Télévisions qui sont encadrées par des procédures formalisées, transparentes et indépendantes. Ça n'a rien à voir avec l'organisation d'une soirée privée pour célébrer une victoire de Madame Ernotte 2 mois avant. C'est pour ça que je tiens à ce que cette diffamation soit retenue. Je suis très attaché au respect de cette indépendance. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Et si je peux conclure juste sur un sujet, je voulais remercier parce que j'ai beaucoup parlé, on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est surtout expliquer que ce sont voilà, les 85 sociétés de production, ce sont des producteurs de talent. Eric Enzo, Yannick Chebi, tous les hommes et les femmes qui composent ce groupe, tous les réalisateurs, les producteurs, les auteurs qu'on défend devant vous aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on a réussi à monter ce groupe incroyable. Et tout cet écosystème dont j'ai parlé, sans cette création française, il n'existerait pas. Voilà pour ce numéro de La Séance est ouverte. À très vite sur LCP.